Merci d'être encore présent. Donc, nous allons assister à la prochaine intervention passionnant sur un retour d'expérience sur construire un SOC OT avec Kevin Gaillard qui va nous présenter à l'aide avec le support de slide, si j'ai bien compris. Kevin, à vous. Merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement notre retour d'expérience suite à environ une quarantaine de déploiements qu'on a pu effectuer au sein de nos différents clients autour de la notion de SOC OT. Donc très rapidement, je vais me présenter. Donc je suis Kevin Gaillard, je suis le responsable du SOC OT chez Advance. Donc ça fait maintenant un petit bout de temps que je travaille chez eux. J'avais un beau passif aussi également dans le secteur du monde du retail, notamment voilà, tout ce qui est logistique et autres. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous remettre un peu en contexte finalement les menaces, voilà, de vous présenter un peu finalement les évolutions des différents besoins, vous présenter les différents besoins spécifiques, les stratégies et les leçons qu'on a apprises. Donc à travers cette slide ici présente, du coup on va parler des évolutions et des contraintes et des menaces. Donc à savoir que, je vais remettre un peu finalement le point autour de l'outil, justement découpé en 3 points. On a dans un premier temps tout ce qui est production 24/7 sur 365 jours. Donc ça, que ce soit dans le secteur agri-agro, dans le secteur hospitalier ou autre, on ne peut pas se permettre de faire une interruption de service. On a besoin de disponibilité, d'intégrité. Voilà, on ne peut pas se permettre par exemple de modifier des injections de pompe à insuline ou par exemple une recette, de modifier cette recette-là et finalement de vendre un produit impropre à la consommation par exemple. Ensuite, on va retrouver la durée de vie des équipements. Donc là, on a un peu de tout sur la durée de vie des équipements. On va retrouver par exemple chez certains clients des vieilles presses hydrauliques post-gare qu'on a essayé de connecter sur le réseau pour faire par exemple de la maintenance prédictive ou autre. On va retrouver des équipements qui sont de dernière cri, de dernière génération, qui sont ultra spécifiques, qui sont plus ou moins bavards aussi avec justement en termes d'alerte ou en termes de log ou en termes d'événements générés. Donc souvent, si on reprend finalement l'exemple du protocole obsolète ou de la vieille presse hydraulique, on va retrouver justement, ancienne slide s'il vous plaît, on va retrouver des protocoles obsolètes, des vulnérabilités qui sont assez lourdes et le fait de finalement exposer ces équipements sur Internet, on se retrouve avec quand même un sacré trou dans la raquette. Et troisième point, c'est en lien avec le monde physique. On part de l'industrie, on sait que par exemple dans le monde de pétrochimie, des engrais ou autres, ou même si je reprends l'exemple de la partie biomédicale, finalement on a des humains et de l'environnement derrière. Donc en cas d'impact, en cas d'attaque, on se retrouve potentiellement avec un trou assez gigantesque. Je parle par exemple dans le secteur des engrais ou par exemple dans le secteur biomédical ou de la recherche avec la diffusion de virus ou autres. Donc il y a vraiment des impacts qu'on ne trouve pas forcément dans la partie IT, qui sont plutôt dédiés au monde OT. Et voilà, on a aussi effectivement des risques qui sont très orientés sur les actifs industriels. Donc ça fait depuis des années qu'on tend vers une convergence, ce qu'on appelle un peu l'IT 4.0 avec l'IT et l'OT. Donc on a de plus en plus d'accès à distance 4G, 5G, tout simplement par exemple pour faire de la maintenance à distance. Il n'est pas rare que par exemple des mainteneurs ou des intégrateurs ou des fournisseurs finalement arrivent le vendredi soir, ont un peu finalement un peu de difficulté à se déplacer le vendredi soir et préfèrent intervenir à distance. On a de plus en plus de supports amovibles, des clés USB, des cartes SIM, ce que vous voulez, et de plus en plus d'objets connectés. Par exemple, si on parle un peu de domotique ou autre, on va retrouver des radiateurs où on va installer par exemple des produits qui permettent d'ouvrir ou fermer des vannes à distance ou de calculer ou de contrôler par exemple les différents flux. Donc pour entrer dans le vif du sujet, après cette première slide récapitulative, on a les défis spécifiques finalement à l'outil. Donc notre approche avec les clients, je vais vous présenter ça sous 4 points. On a le retour sur investissement. On ne présente pas uniquement le SOC OT par le biais de la sécurité, on avance aussi par le biais des performances. Donc on essaye de répartir le coût justement avec une prise en charge côté SI, donc système d'information, et la partie SI plutôt orientée industrielle. Pourquoi la partie performance ? Je vous en parlerai un peu plus tard, mais en gros, on peut, grâce au SOC et aux différentes sondes de type NDR qu'on a placées chez les clients, tout simplement remonter ce qu'on appelle des trames qui sont finalement ce qu'on appelle des TCP retransmissions
où il y a des problèmes de communication, tout simplement, par exemple un câble qui a été mangé par un rongeur, une carte réseau défaillante ou autre. Donc voilà, on approche aussi sous cet aspect-là. Côté visite sur site, elle est indispensable. On a besoin d'échanger avec l'ensemble des corps de métier. On parle des automaticiens, des ingénieurs de production, des responsables de site. Même la partie QHSE, c'est hyper important justement pour connaître les risques environnementaux, tout ce qui est autour de l'environnement et autour de l'humain. Sur la troisième partie, les prérequis, ils sont nombreux. On ne trouve pas finalement, difficilement là, sur cette partie IT, sur la partie OT biomédicale et OT de manière globale, ils sont assez nombreux, que ce soit sur le plan technique, humain ou organisationnel. Technique, tout simplement parce que par exemple, on doit installer des sondes sur des RIDIN. On n'installe pas des sondes comme on installe un serveur racké classiquement avec un U. On va retrouver des spécificités en fonction aussi également des sites. Ça, je vous en reparlerai un peu plus tard. Pareil, au niveau humain organisationnel, on a des habilitations, des formations, des EPI à porter. Par exemple, on peut avoir des masques à gaz. Donc, des déploiements avec des masques à gaz, ce n'est pas des choses que je vous recommande, ça peut être assez lourd. On a des processus à respecter et souvent, on interagit dans des milieux qui sont assez dangereux. Et pour terminer sur cette slide-là, on a la partie spécifique client. Donc, on a de nombreux sites. On parle des sites de mesure, par exemple, si on parle de l'eau, d'une station de pompage ou autre, on va retrouver des stations de pompage ou des différents sites en plein milieu des champs. Il peut y en avoir 100, 200, 300. C'est comment on sécurise ces différentes stations de pompage. On a vraiment un SI industriel qui est vraiment éclaté. C'est comment on fait avec cette spécificité. Et ensuite, on va retrouver des sites atypiques, des bords de route, comme je disais tout à l'heure aussi, on a des égouts. On peut retrouver au milieu d'un champ, des pylônes, des toits. On peut installer finalement des sondes et un soc à peu près partout. Mais voilà, il faut que ça s'organise. On a des prérequis, comme je disais à l'instant, qui sont nombreux. Donc ça, il faut le préparer absolument en amont. Et ensuite, des contraintes. Les contraintes ne sont pas des moindres. On va retrouver des particules, par exemple farine, sucre, qui ont plutôt une tendance à l'explosion. Des températures, des vibrations, un milieu hyperbare aussi. Donc tous les équipements qu'on doit déposer sont renforcés. Il faut qu'ils arrivent finalement à supporter la charge et l'environnement dans lesquels on les déploie. Concernant les stratégies et les outils essentiels, donc je vous ai mis en fond, en filigrane, finalement ce qu'on arrive à récupérer en termes d'informations, en termes de graphiques. Donc c'est tous les échanges. On parle de flux, on parle de variables, on parle d'assets, on parle d'entités, on parle de VLAN. Voilà. On essaie de tordre un peu le modèle dans tous les sens et au final on obtient une belle cartographie en temps réel et on peut mesurer les risques en temps réel. Donc sur la première partie, la partie organisationnelle, on va retrouver les risques, on va retrouver finalement comprendre dans l'écosystème dans lequel on arrive chez le client, on s'adapte, c'est-à-dire que par exemple le client, lui, il a un plan de maintenance, c'est comment faire avec son plan de maintenance. Est-ce qu'il est intéressant de remonter des alertes entre 8h du soir et 9h du soir, parce qu'on sait qu'il a de la maintenance sur cette période-là. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver avec lui. Il faut également définir ce qui est acceptable ou pas. Par exemple, est-ce qu'on accepte qu'il y ait un cryptomineur sur un poste d'ingénieur? Est-ce qu'on accepte le risque ou pas? En soi, mis à part une consommation du CPU à plus 10, plus 20, plus 30%, si la production continue de fonctionner, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, si l'intégrité et la disponibilité n'est pas impactée, alors on peut vivre avec. Et ensuite, je vous ai parlé effectivement de la partie plan maintenance. Sur le deuxième point, la partie humain, on sensibilise, on forme et on trouve des référents. Donc former, on forme à la fois le SI et le SI industriel. Pour la partie SI, ça va être simplement avec des ingénieurs sécurité, tout simplement pour trouver des vulnérabilités, des alertes, tout ce qui remonte un petit peu, tout ce qui a une connotation sécurité, et plutôt la formation des automaticiens pour la partie opérationnelle. Tout ce qui est TCP retransmission, tout ce qui est problème d'échange mode bus, par exemple à 8h du mat', ou par exemple pour tout ce qui est débugage d'une ligne de production A à une ligne de production B. Et dernièrement, le troisième point, c'est la technique. Il faut absolument qu'on maîtrise notre environnement dans lequel on s'installe. On a une détection qui doit être de jour en jour améliorée. On doit être le plus transparent possible pour le SI industriel. C'est-à-dire que quand on intervient sur le SI industriel, on a des équipements qui fonctionnent en mode diode. C'est-à-dire qu'elle n'émet pas de trame, elle n'interfère pas avec le SI industriel. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que ça a été câblé. Il y a une seule patte qui ressort, c'est la patte de management pour envoyer les alertes et faire ce qu'on appelle la PMAD ou faire le MCO, MCS des sondes qu'on a déployées chez le client. On ne fait pas de remédiation automatique, ça c'est un sujet très important. On a un laboratoire de qualification et justement, à travers cette cartographie-là, on commence à mettre le doigt sur la maîtrise des interactions autour des flux. 3 chiffres clés, faciles à retenir. On est sur du 440 000. Donc aujourd'hui, il faut à peu près 4 mois pour déployer un SOC OT standard.
On a à peu près aujourd'hui 40 sites qui sont déployés, connectés, supervisés, et on a à peu près 40 000 assets qui sont protégés avec MySOC for OT IoT chez nous. Pourquoi ces chiffres? Tout simplement, on a... vous pouvez passer s'il vous plaît. On a, avec ces chiffres, retenu des leçons, on a retenu aussi des bonnes pratiques. Alors, je vais avancer assez rapidement sur cette partie-là, mais par exemple, on a la partie NIS 8028, excusez-moi, qui propose 2 axes de remédiation, 2 axes de qualification. On a une qualification qui est plutôt de type paranoïaque, c'est-à-dire que tout événement, qu'il soit cyber ou industriel, remonte en tant qu'alerte. Et ensuite, il y a une approche qui est plutôt short, c'est-à-dire qu'on prend uniquement des alertes cyber et on ne prend aucune métrique côté OT. Donc là, nous, on a trouvé un système entre les deux où justement, on va commencer doucement. On va uniquement faire sonner ce qu'on appelle les priorités 1 et les priorités 2. Et en fonction de la maturité du client, on va commencer à aller un peu plus loin, notamment avec les P3 et les P4. On a une relation avec les éditeurs et les fournisseurs, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux. On évite à ce que le client, entre guillemets, ouvre une boîte, par exemple, d'un PLC Siemens ou Schneider ou que sais-je, estampillé 2023-2024, mais qui n'a pas été mis à jour dans sa boîte depuis 10 ans. Donc voilà, on essaie de sensibiliser les clients à ne pas déployer des produits qui sont finalement qui ont un retard de 10 ans en termes de firmware. On accompagne aussi les éditeurs dans une démarche sécurité de manière globale, notamment à travers le JMELEC. On les sensibilise, on les accompagne, on essaye de sécuriser aussi leurs produits by design. C'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure à la réunion précédente. Acquérir une maturité dans le temps, on n'est pas sur une installation classique, on apprend dans le temps. C'est-à-dire qu'on dépose la sonde, on est loin d'être autonome avec ça. Ce n'est pas une installation de ce qu'on appelle le type point shot. On doit apprendre, c'est vraiment, si on veut bien avancer, il faut avancer sur le long terme et définir avec le client ce qu'on appelle des zones à risque. Donc des zones à risque 1, des zones à risque 2, des zones à risque 3. En fonction de ces zones à risque, en fait, une P2 va se transformer en P1, une P3 va se transformer en P2, une P2 par exemple en ZR3 va se transformer en P3. Donc en fait, on a un système de +1, -1 sur les alertes, en fonction finalement du contexte client. Et surmonter les fortes contraintes, donc ça on en a parlé, tout ce qui est mise en place des listes de prérequis, tout ce qui est habilitation et tout ce qui est les environnements exigeants et dangereux. Les bonnes pratiques, finalement, concrètement, comment on met en place un SOC OT? Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place finalement avant la mise en place du SOC OT? Déjà, première... grand pincement ou premier caillou dans la chaussure, il faut trouver et former les futurs référents cyber. On ne peut pas arriver, déployer du SOC OT, et nous dire à la fin, finalement, on n'a personne pour vous accompagner, on n'a personne pour vous aider à comprendre votre système industriel. Non, il faut qu'on trouve des ingénieurs de production, des automaticiens sur lesquels on commence à les former. C'est des profils, attention, qui sont assez rares. Donc voilà, on préfère prendre des automaticiens et les former un peu sur le tas, justement pour qu'ils apprécient au maximum cette partie sécurité. Ensuite, on doit garder la maîtrise interne et une relation étroite avec le partenaire. Donc pourquoi? Il y a la partie build. On ne veut pas qu'un build s'éternise, qui dure à la place de 4 mois, qui dure 8 mois, par méconnaissance de son SI. Pareil, sur la partie run, il est important d'avoir finalement une relation assez étroite, justement pour qu'on soit plus efficace sur la partie tout simplement run et qualification des alertes. On doit s'exercer également à la gestion de crise cyber-OT et trouver un équilibre. En 4e point. Donc l'équilibre, c'est assez difficile à trouver, mais c'est tout ce qui est budget, réglementaire, la trajectoire sécurité, les ressources internes et le périmètre. Et dernier point, c'est avoir un premier niveau de sécurité. Ça, c'est ce que je vous recommande, c'est suivre les premières recommandations de la NIS 2, justement, pour un beau vernis sécurité. Je vois qu'il reste peu de temps. Tout à fait. Je vais avancer très, très rapidement sur ça. MySOC for OT sur le terrain, en 45 secondes. Sur la partie de gauche, on va retrouver l'aspect performance, c'est-à-dire qu'on a un de nos clients qui avait des problèmes d'asservissement entre une ligne de conditionnement et une ligne de garnissage. Finalement, des choses des éléments ou des incidents qui habituellement traitent en 8 heures, ils ont réussi à le traiter en 2 heures. À droite, on va retrouver la partie déversoir d'orage, donc sur la partie plutôt sécurité. On s'est rendu compte qu'il y avait déjà des attaquants qui étaient déjà sur le terrain avec des malformations de paquets, etc., etc. Donc voilà, les deux aspects, c'est vraiment la partie performance et la partie sécurité. Et j'en termine là. Et je vous invite du coup à revenir vers nous si vous avez la moindre question sur le stand C1. Merci à tous. Merci beaucoup. Très concret, passionnant. Merci.